Mai 1945, nord de l'Allemagne. Dans un bunker de béton, 3 femmes allemandes se tenaient debout, les mains levées, bien au-dessus de la tête. Leurs uniformes gris du service auxiliaire étaient en froissée, couverts de poussière. Dehors, des voix d'hommes criaient en anglais, des soldats canadiens. Les femmes échangèrent des regards agrandis par la peur. Pendant des années, on leur avait décrit ce qui arriverait si les Alliés les capturaient. L'instant redouté était arrivé. La lourde porte métallique pivota dans un grincement. Une lumière crue inonda l'obscurité du bunker. Un soldat canadien entra, son fusil dirigé vers le sol. Il paraissait jeune, 25 ans tout au plus, et ses yeux doux semblaient presque déplacés sur un visage de militaire. Lorsqu'il parla, ses paroles figèrent tard les 3 femmes. Mein Liebe, vous êtes en sécurité maintenant, dit-il dans un allemand parfait. Ma chère, vous ne risquez rien. La plus jeune se mit à trembler. C'était forcément un piège. Une douceur pareille ne pouvait être que le calme avant la tempête. On leur avait appris que les Canadiens étaient des brutes. Greta Hoffmann sentit son cœur cogner contre ses côtes comme s'il allait les briser. À 24 ans, elle passait ses journées depuis 2 ans dans des bunkers semblables à celui-ci, opératrice radio pour l'armée. Avant la guerre, elle étudiait la littérature à l'université de Hambourg. La ville, à l'époque, était vivante, pleine de librairies, de cafés, de musique. Ses 2 grands frères avaient été fiers d'elle. Tous 2 étaient panques aux morts sur le front de l'Est dans la glace de 1943. Après cela, Greta s'était engagée chez les auxiliaires féminines. Elle se disait qu'elle servait son pays. Pourtant, au fond d'elle, le doute avait germé. Elle avait vu des officiers SS commettre des horreurs. Elle avait entendu parler de camps à l'Est, de gens qui disparaissaient. Mais poser des questions était dangereux. Elle s'était tue et avait continué son travail. À présent, face à ce soldat qui l'appelait « ma chère », elle ne comprenait plus. Où était le monstre qu'on lui avait promis ? Laïsel Weber n'avait que 19 ans, la plus jeune des 3. Elle venait d'un minuscule village bavarois où sa famille cultivait des pommes de terre et élevait des poules. La ferme était dure, monotone. Quand les recruteurs étaient passés en 1943, elle y avait vu une échappatoire et la preuve que les femmes pouvaient servir la patrie comme les hommes. Elle avait appris à réparer des radios, à manipuler des émetteurs. Elle croyait à l'avenir glorieux de l'Allemagne. Elle croyait que les Alliés étaient mauvais, que les Juifs étaient l'ennemi, que la démocratie affaiblissait les nations. Mais tandis que des soldats canadiens fouillaient le bunker avec des gestes calmes, son monde intérieur se fissurait. Ils étaient censés la brutaliser, être des bêtes. Alors pourquoi ce soldat lui souriait-il ? Margaret Clenay, que tout le monde appelait Maggie, avait 31 ans et trop vu pour son âge. Avant 1941, elle travaillait comme opératrice téléphonique à Berlin. Le salaire était correct, la vie simple. Puis la guerre avait englouti tout le pays. L'Allemagne avait besoin de chacun. Elle avait rejoint les auxiliaires, faute d'alternative. Très vite, elle avait compris que croire tout ce que disait le régime relevait de la naïveté. Elle avait vu Berlin bombardé nuit après nuit, les rations diminuer, les officiers annoncer des victoires imaginaires. Maggie était une survivante. Elle obéissait et se taisait. Lorsque les officiers leur avaient donné à chacune une pilule à avaler en cas de capture, elle avait faim d'obéir et l'avait glissée dans sa poche. Le suicide était pour les fanatiques. Elle voulait vivre. En voyant maintenant ces Canadiens lui tendre une gourde d'eau, elle se dit qu'elle avait peut-être fait le bon choix. Le 3 mai, la 3e division d'infanterie canadienne avait encerclé le bunker. À l'intérieur, 12 auxiliaires transmettaient encore des messages pour des unités allemandes qui n'existaient déjà plus. La guerre touchait à sa fin, tout le monde le savait. Les femmes n'avaient que de vieux fusils inutiles et aucune balle. Leur capitaine, un homme aux yeux vides, leur avait ordonné de combattre jusqu'au dernier souffle. Devant leur refus, il avait avalé sa pilule et s'était effondré. Elle s'était tait et regardait en silence. Puis Greta avait ouvert la porte, un chiffon blanc à la main. Elle avait choisi la reddition plutôt que la mort. 3 jours plus tard, les soldats canadiens les fouillaient avec méthode et respect. Pas de brutalité, pas d'insultes, aucune violence. L'un trouva le petit carnet de code radio de Greta, le feuilleta puis le lui rendit avec un signe de tête. Un autre tendit à Laïsel un morceau de chocolat. Elle le fixa comme s'il pouvait l'empoisonner. Maggie observait tout. D'après la propagande, elles auraient dû être abattues sur le champ. Certaines femmes s'étaient suicidées pour éviter la capture. Elles s'étaient préparées au pire. Mais rien ne se passait comme on le leur avait prédit.
Mais ces Canadiens ne faisaient rien de ce qu'on leur avait prédit. Ils se comportaient presque avec courtoisie. L'un d'eux, en fouillant les poches de Maggie à la recherche d'une arme, murmura même un pardon maladroit en allemand. Les trois femmes restèrent serrées l'une contre l'autre, muettes, perdues. Que se passait-il? Qu'allait-il leur arriver ensuite? Cette bonté était-elle réelle, ou seulement le prélude d'un plan plus sombre qu'elles ne distinguaient pas encore? Elles passèrent leurs 3 premiers jours dans un vaste camp près d'Oldenberg. Plus de 2000 prisonniers allemands y piétinaient dans la boue, la plupart des hommes. De hautes clôtures surmontées de barbelés cernèrent le terrain, des miradors montés à la garde à chaque angle. Voilà qui ressemblait enfin à l'image qu'elle se faisait d'un camp de prisonniers. Puis vint le premier repas. 2 fois par jour, les gardes apportaient d'énormes marmites de soupe aux choux fumantes, avec de vrais morceaux de pommes de terre. On distribuait de larges tranches de pain tartinées de margarine. Greta mangea lentement, guettant le moindre signe d'empoisonnement. Rien ne se produisit. Son estomac, noué par la peur depuis des jours, se détendit peu à peu. Elle n'avait pas mangé autant depuis 2 ans. En Allemagne, même les soldats recevaient moins. Maggie vida son assiette et en redemanda. Les gardes lui sourirent et la resservirent. Pas de piège, pas de punition, seulement de la nourriture. Le 2e jour, une infirmière britannique vint les examiner. Jeune, les cheveux roux, tirés en un chignon serré, elle avait des gestes doux en écoutant leur cœur ou en regardant dans leur bouche. Elle posait ses questions en anglais lent, qu'un interprète traduisait. En appuyant sur l'abdomen de Greta, elle ajouta, par l'intermédiaire du traducteur, « Pardon si je vous fais mal ». Greta faillit éclater en sanglots. Personne ne s'était excusé auprès d'elle depuis des années. Le soir, on distribua à chacune une couverture de laine propre. Laiselle reçut la sienne en tremblant. Assise sur sa couchette, la couverture serrée contre elle, elle pleura longuement pendant que les autres observaient en silence. « Il nous donne des couvertures, » murmura-t-elle. « Pourquoi ferait-il cela s'il compte nous tuer ?» Le 12 mai, toutes les prisonnières furent embarquées sur un grand navire, le SS Beaver Bray. 800 prisonniers allemands s'entassèrent à bord de ce cargo réaménagé, dont 47 femmes. Le bâtiment devait traverser l'Atlantique jusqu'au Canada. 12 jours de mer. Les femmes disposaient d'un espace séparé dans ce qui avait été la cale. L'endroit était étroit, sombre, aux parois métalliques imprégnées d'odeur d'huile, mais c'était leur domaine, interdit aux hommes. Maggie compta les couchettes, 47 lits superposés, serrés les uns contre les autres. Chacune aurait sa place. En Allemagne, des familles entières vivaient à 5 dans une seule pièce d'immeuble bombardé. Ici, des prisonnières ennemies avaient leur propre lit sur un navire. Chaque jour à midi, les gardes descendaient la nourriture. Les portions étaient abondantes. Greta estima qu'on leur donnait environ 2200 calories par jour, plus que les soldats allemands au front l'année précédente. Elle nota dans son petit carnet caché. Pourquoi nous nourrir ainsi s'ils veulent nous exécuter? Plus rien n'a de sens. À bord, les gardes les appelaient « Mademoiselle ». « Mademoiselle, voici votre repas. »« Mademoiselle, 30 minutes sur le pont pour prendre l'air. »« Mademoiselle, veuillez redescendre maintenant. » Laiselle attendait toujours l'insulte qu'on lui avait promise. Elle ne vint jamais. Chaque jour, de petits groupes montaient sur le pont pour respirer l'air salé et sentir le soleil. La première fois que Greta gravit l'escalier métallique, elle aperçut des marins canadiens assis près de prisonniers allemands, partageant des cigarettes, riant ensemble. L'ennemi et le captif côte à côte, presque comme de vieux amis. C'était incompréhensible. La traversée restait pénible. Le navire roulait sans cesse. Les embruns se mêlaient à l'odeur d'huile et de corps mal lavés. 800 personnes vivaient à l'étroit avec peu de toilettes. Laiselle fut malade 8 jours sur 12, incapable d'avaler quoi que ce soit. Un infirmier canadien lui donna des comprimés et des biscuits secs pour calmer son estomac. Il n'avait aucune obligation d'être aimable. Elle était l'ennemie. Pourtant, il l'était. Le 24 mai, après 12 jours de mer, un cri annonça la terre. Greta se précipita vers un hublot et colla son visage contre la vitre. La côte canadienne se dessinait dans la brume du matin, d'un vert éclatant, intact. Pas de cratères, pas de ruines fumantes, pas de villes réduites en gravats. Seulement des collines verdoyantes, des quais en bon état, des grues chargeant d'autres navires. Même depuis le port, l'abondance sautait aux yeux. Immeubles debout, vitres intactes, voitures sur des routes intactes, bateaux civils allant et venant comme si la guerre appartenait à un autre monde. L'Allemagne n'avait plus ressemblé à cela depuis 3 ans.
Le train quitta Halifax vers l'intérieur du Canada pour 2 longues journées de voyage. Assise près de la fenêtre, Greta regardait défiler un pays qui semblait appartenir à un autre monde. Elle comptait les usines intactes, en activité, les silos à grains pleins, les fermes où paissaient des vaches en bonne santé, les champs de blé déjà hauts et denses. Des voitures civiles circulaient sur les routes, spectacle qu'elle n'avait plus vu en Allemagne depuis 1942. L'abondance était partout, impossible à ignorer, impossible à nier. À côté d'elle, Maggie observait en silence. Puis, d'une voix basse, elle murmura « On nous disait qu'ils mouraient de faim, que la démocratie les rendait faibles et pauvres. » Elle désigna un autre silo débordant de grains. « Où était la faim, Greta? Où était la faiblesse? Tout ce que je vois prouve qu'on nous a menti. » Le 27 mai, le train s'arrêta dans une petite gare de Lethbridge, en Alberta. Greta descendit sur le quai et découvrit une plaine qui semblait ne jamais finir. Des champs de blé doré s'étendaient jusqu'à l'horizon. Le ciel paraissait immense, plus vaste que tout ce qu'elle avait connu. L'air sentait l'herbe et la terre, propres, sans trace de fumée ni de cendre, ces odeurs qui collaient aux villes allemandes. Des camions attendaient pour les conduire au camp. Le camp 133 s'étendait sur 600 acres de prairies. Plus de 12 000 prisonniers allemands y vivaient, surtout des hommes capturés en France et en Italie. Le secteur des femmes était séparé, entouré de sa propre clôture. 30 baraquements en bois peints en vert foncé formaient des rangées régulières. Bâtiments simples, allongés, toits inclinés, petites fenêtres de chaque côté. Greta les comptait pendant que le camion avançait. Plus loin, un grand bâtiment ressemblait à un hôpital. Les miradors se dressaient aux angles, mais les gardes qui s'y trouvaient semblaient détendus, presque désœuvrés. Le véhicule s'arrêta devant la baraque numéro 7. Une femme en uniforme canadien les attendait. Cheveux sombres sous la casquette, yeux verts perçants qui ne laissaient rien passer. « Bienvenue Théo camp 133, dit-elle dans un allemand impeccable. Je suis le sergent Margaret O'Connor. Vous m'appellerez sergent O'Connor. Suivez-moi. » Son allemand était si fluide que Leisel demanda où elle l'avait appris. « Mes parents venaient de Tchécoslovaquie, répondit-elle. À la maison, on parlait allemand. À l'intérieur, 20 lits métalliques bordaient les murs, 10 de chaque côté. Sur chaque couchette, un matelas mince, un oreiller, 2 couvertures pliées. Au centre, un poêle noir pour chauffer la pièce. Des lampes électriques pendaient du plafond. Au fond, une porte menait à une salle d'eau avec lavabo, toilette et douche. Greta tourna un robinet, de l'eau coula, elle tourna l'autre. De la vapeur s'éleva, de l'eau chaude, dans un camp de prisonniers. Ses mains se mirent à trembler. Le sergent O'Connor leur montra les coffres au pied des lits pour leurs effets personnels, puis énonça les règles d'une voix posée. Réveil à 7 heures. Petit déjeuner à 7h30. Les tâches commenceraient la semaine suivante, uniquement sur la base du volontariat. Personne ne serait forcé de travailler. Douche, 3 fois par semaine, courrier autorisé, des visiteurs des églises locales viendraient le dimanche pour celles qui souhaitaient assister aux offices. Des règles simples, justes. Pas un mot sur les punitions ou la peur. Le soir même, le premier repas arriva. Des femmes en tenue de cuisine déposèrent de grands plateaux sur une longue table. Greta fixa son assiette, incrédule. Un grand bol de porridge au lait et au sucre, 2 œufs brouillés encore fumants, 2 tranches de pain grillées couvertes de vrai beurre, une tasse de café chaud. Elle n'avait pas vu autant de nourriture sur une seule assiette depuis avant la guerre. Elle goûta les œufs. Ils étaient vrais, délicieux, pas empoisonnés. Leisel, elle, restait figée, les yeux rivés sur son assiette. « C'est un piège, » murmura-t-elle. « Ils vont nous rendre malades. Ou pire, c'est comme ça qu'ils brisent les gens avant la vraie punition. » Greta comprenait cette peur. Elle l'avait ressentie sur le navire. Pourtant, elle était encore en vie. Elle mangea lentement en observant Leisel. Au bout de 10 minutes, la jeune femme prit son toast et en croqua un minuscule morceau, puis un autre, et elle se mit à pleurer en mangeant, les larmes tombant dans ses œufs. Maggie, elle, mangea tout sans hésiter, savourant chaque bouchée. Le lendemain matin, un médecin canadien, le capitaine Morris, examina chaque femme. C'était un homme d'âge mûr, aux cheveux gris, aux mains calmes. Il ne parlait pas allemand. Le sergent O'Connor traduisait. Quand vint le tour de Leisel, elle désigna sa mâchoire enflée. Sa dent infectée la faisait souffrir depuis 2 mois.
En Allemagne, il n'y avait pas de médicament pour un simple mal de dents. Le capitaine Maurice regarda dans sa bouche, fronça les sourcils et nota quelque chose. L'après-midi même, Laiselle fut conduite à l'hôpital du camp. On lui administra un médicament pour l'endormir. À son réveil, la dent avait disparu et la douleur avec elle. On lui donna des comprimés contre la douleur et on lui recommanda de se reposer. Allongée dans un lit d'hôpital propre, entre des draps blancs, Laiselle fixait le plafond, incrédule. Ils avaient soigné sa dent. L'ennemi l'avait soignée avec de vrais médicaments et une attention sincère. Greta, elle, était tombée malade durant la traversée, prise de violents troubles intestinaux. Le capitaine Maurice l'examina et diagnostiqua une dysenterie due à l'eau du navire. Il lui prescrivit des sulfamides et l'hospitalisa 2 jours. Elle disposait de son propre lit dans une salle qui en comptait 20. Les infirmières passaient toutes les quelques heures. Les repas étaient légers, faciles à digérer. Le 3e jour, elle se sentait mieux que depuis des mois. La première nuit, dans la baraque, 20 femmes gisaient dans l'obscurité. Un sanglot s'éleva, puis un autre, puis plusieurs. Ce n'étaient les pas des pleurs de peur, mais de trouble, de soulagement, d'un sentiment proche de la sécurité. Maggie resta éveillée à écouter ses larmes. Elle ne s'était pas sentie en sécurité depuis 3 ans, depuis les premiers bombardements sur Berlin. Et voilà qu'elle se trouvait dans un camp de prisonniers ennemis au milieu du Canada, et s'y sentait plus protégée que dans son propre pays. Dès la 2e semaine de juin, une routine s'installa qui n'avait rien d'une vie carcérale. Chaque matin, le sergent O'Connor affichait la liste des tâches à accomplir. Le travail était entièrement volontaire. Celles qui le souhaitaient s'inscrivaient. Les autres pouvaient lire, se reposer ou marcher dans l'enceinte. Greta choisit la bibliothèque du camp, un grand bâtiment contenant plus de 3000 ouvrages, certains en allemand, la plupart en anglais. Elle rangeait les rayons et aidait d'autres prisonnières à trouver de quoi lire. L'odeur du papier ancien, la chaleur, le silence lui rappelaient l'université de Hambourg et des jours plus heureux. Laiselle se porta volontaire pour la cuisine du secteur féminin. Elle épluchait des pommes de terre, coupait des légumes, participait à la préparation des repas. D'immenses réfrigérateurs bourdonnaient jour et nuit, pleins de viande, d'œufs, de lait, de légumes frais. Un jour, le cuisinier, un caporal canadien nommé Jenkins, ouvrit une boîte et lui tendit un morceau de fruits jaunes. « Amitai-teba, pineapple », dit-il en anglais, d'Hawaï. Laiselle porta le fruit sucré à sa bouche et eut presque envie de pleurer. Un fruit tropical, offert à une prisonnière ennemie comme si c'était banal. Maggie, elle, travaillait au bureau administratif, triant le courrier et les dossiers. Elle écrivait proprement, maniait bien les chiffres, et on lui confia formulaires et lettres. Le bureau avait des machines à écrire, des classeurs, une électricité stable. Elle voyait les lettres circuler entre prisonniers et familles. Certains demandèrent déjà à rester au Canada après la guerre. Cette idée ne la quittait plus. Pourquoi choisir de rester chez l'ennemi ? Le premier vendredi de travail, le sergent O'Connor remit à chacune une petite enveloppe. À l'intérieur, de l'argent du camp. 25 cents par jour travaillé. On pouvait l'utiliser à la cantine pour acheter tabac, savon, chocolat, papier à lettres. Laiselle contempla les pièces dans sa paume, comme si elles allaient s'évanouir. « Il nous paie, souffla-t-elle. Nous sommes prisonnières, et il nous paie. » Greta resta sans voix. En Allemagne, on faisait travailler les prisonniers jusqu'à la mort. Ici, on les rémunérait. Le camp bénéficiait d'électricité jour et nuit. En Allemagne, le courant était rationné, instable. Ici, les lumières ne s'éteignaient jamais. La salle de loisirs possédait une radio diffusant musique et actualités, non censurée, venue d'Amérique, de Grande-Bretagne, du Canada. Greta écoutait, comparant ses informations à ce qu'on lui avait enseigné. L'écart était immense. Des journaux canadiens arrivaient à la bibliothèque. Elle observait les publicités, plusieurs modèles de machines à laver, différentes marques de café. Une abondance irréelle. En Allemagne, on lavait le linge dans des bassines et le vrai café avait disparu depuis des années. Un samedi sur 2, de petits groupes de 10 femmes pouvaient se rendre en ville, à Lethbridge, sous surveillance. Un seul garde pour 10 prisonnières, sûr qu'elles ne s'enfuiraient ses pas. Où fuir ? Elles étaient au cœur du Canada, à des milliers de kilomètres de chez elles. La première sortie de Greta en ville la bouleversa. Les magasins regorgeaient de marchandises. Les rues étaient propres, intactes. Les voitures civiles circulaient comme si l'essence n'était pas rare. Les passants, bien habillés, semblaient en bonne santé, bien nourris. Certains habitants observaient les prisonnières avec curiosité, mais la plupart passaient leur chemin sans un mot.
Quelques-uns leur adressèrent même un sourire, un léger signe de tête. Un dimanche à l'église, une famille germano-canadienne invita Laïsel à s'asseoir avec elle. Ils partagèrent leur recueil de cantiques et lui parlèrent dans l'ancien dialecte de leur région d'origine. Après l'office, la vieille femme lui remit un petit sachet de biscuits fait maison. Pour toi et tes amis. Laïsel rapporta ces biscuits au camp comme un trésor. Les prisonnières avaient le droit d'écrire chez elles. Les lettres étaient lues par la censure, mais elles partaient. En juillet, Greta écrivit à sa mère à Hambourg, choisissant ses mots avec soin. Cher Mutti, je suis en sécurité et bien nourri. Nous recevons ici plus de nourriture que vous n'en avez sans doute à la maison. J'aimerais pouvoir t'en envoyer. Sache que l'on me traite correctement. J'espère que vous tenez bon. Avec tout mon amour, Greta. Cette lettre lui parut étrange. Comment expliquer que l'ennemi la nourrissait mieux que son propre pays? En août, Laïsel écrivit à sa sœur Anna. Chère Anna, tu ne croirais pas ce que j'ai vu ici. Ils ont tant de choses qu'ils jettent de la nourriture, de la vraie nourriture que notre village considérerait comme un trésor. Je ne comprends plus rien. Je pensais que nous nous battions pour un monde meilleur, mais le leur semble déjà meilleur que tout ce que nous avons connu. Je suis perdu et épuisé. Écris-moi et dis-moi que vous allez bien. Ta sœur, Laïsel. Maggie écrivit à son mari Hans, quelque part dans la zone soviétique. Elle savait que la lettre ne lui parviendrait peut-être jamais. Mon cher Hans, je suis au Canada, dans un camp de prisonniers qui ne ressemble en rien à une prison. Tout ce qu'on t'a dit sur l'Ouest est faux. Il y a ici de l'abondance, de la liberté. Si tu as la moindre chance de rejoindre les zones occidentales plutôt que de rester sous contrôle soviétique, fais-le. Je te retrouverai où que tu sois. Mais l'Ouest est meilleur. Crois-moi. Tout mon amour, Maggie. Les différences culturelles s'accumulaient jour après jour. Les gardes canadiens mangèrent la même nourriture que les prisonniers, à des tables voisines. Dans l'armée allemande, officiers et soldats ne partageaient jamais leurs repas. Ici, un simple soldat pouvait plaisanter avec un sergent sans conséquence. Des femmes comme le sergent O'Connor détenaient la même autorité que les hommes. Laïsel avait appris que les femmes devaient les suivre, non diriger. Pourtant ici, des hommes obéissaient sans discuter à O'Connor. Les offices religieux du dimanche étaient facultatifs. Protestants, catholiques, même juifs pouvaient pratiquer leur foi dans différentes parties du camp. En Allemagne, la religion avait été reléguée derrière la loyauté au parti. Ici, la foi était respectée. L'aumônier du camp, le capitaine Schmidt, parlait en allemand d'espoir et de pardon. Jamais de politique, jamais de propagande, seulement Dieu, la guérison, l'avenir. Greta n'avait pas entendu un discours religieux aussi sincère depuis des années. En septembre, 4 mois avaient long passé. Greta s'inscrivit à un cours d'anglais proposé au camp. 75 femmes y participaient. Laïsel assista à la messe catholique chaque dimanche, trouvant dans la foi un refuge hors de la politique. Maggie continuait son travail de bureau, observant en silence le fonctionnement réel d'un système démocratique. La vérité devenait difficile à nier. 25 décembre 1945. La guerre était finie depuis plus de 7 mois, mais les femmes étaient toujours au camp 133 en attente de rapatriement. L'Allemagne étant en ruine, les retours prenaient du temps. Le camp comptait désormais 183 femmes, âgées de 19 à 35 ans. Beaucoup redoutaient un Noël triste, loin d'une patrie détruite. Les lettres d'Allemagne parlaient de faim, de froid, de vie passée dans les décombres. Elles vivaient dans le confort tandis que leurs familles souffraient. La culpabilité pesait lourd. Greta se réveilla tôt ce matin-là à cause d'une odeur qui la fit se redresser. Le pain. Des branches fraîches. Dans la salle de loisirs, des soldats canadiens installaient un grand sapin de Noël, presque 2,50 m de haut, dense et vert. Des décorations scintillaient sous la lumière électrique. L'odeur résineuse emplissait la pièce. En Allemagne, on brûlait des meubles pour se chauffer. Ici, on apportait un arbre entier pour le plaisir des yeux. Au petit déjeuner, quelque chose d'inimaginable apparut, des oranges, un fruit qu'elle n'avait pas vu depuis 3 ans. Chaque femme en reçut une. Laïsel la tint à 2 mains comme un objet précieux. En Allemagne, les oranges avaient disparu en 1942. Elles appartenaient au passé. À présent, une véritable orange reposait dans ses mains, lourde, parfumée. Elle l'éplucha lentement et l'odeur vive des agrumes emplit l'air. Lorsqu'elle mordit dans un quartier, le goût sucré et le jus lui montèrent aux yeux. Après le petit déjeuner, le sergent O'Connor annonça qu'un programme spécial aurait lieu l'après-midi.
Toutes les femmes devaient se rassembler dans la salle de loisirs à 14 heures. Greta sentit l'inquiétude lui serrer la poitrine. Un programme spécial et pouvait signifier n'importe quoi. Pourtant, à cette peur se mêlait autre chose. Après 8 mois ici, elle commençait à croire que les Canadiens ne leur voulaient pas de mal. À 2 heures, les 183 femmes s'entassèrent dans la salle décorée. Des nappes blanches couvraient les tables. Le sapin brillait dans un coin. Des femmes canadiennes du corps auxiliaire se tenaient le long des murs, souriantes, chacune tenant des paquets emballés. Le sergent O'Connor expliqua, dans un allemand impeccable, que la communauté germano-canadienne locale avait offert des cadeaux aux prisonnières. Chacune recevrait quelque chose. Les paquets furent distribués un à un. Greta découvrit une écharpe en laine bleu clair, tricotée à la main, et un savon parfumé à la lavande. L'écharpe gardait l'odeur de la laine et des mains qui l'avaient défaçonnée. Quelqu'un avait passé des heures à tricoter pour une ennemie inconnue. Laïsel reçut des moufles et un petit flacon de crème pour les mains. Maggie, une écharpe et un paquet de papier à lettres avec enveloppe. Puis arriva le repas. L'odeur les atteignit avant même qu'elles ne voient les plats. Les cuisinières déposèrent d'immenses plateaux. Dinde rôtie, 8 entières pour les 183 femmes, dorées, fumantes, la viande se détachant des os. Des bols de purée lisse nappés de sauce brune, des carottes et navets fondants, des petits pains avec du vrai beurre, de la sauce au canneberge rouge vif, et, pour finir, une tarte aux pommes recouverte de crème épaisse. Les portions étaient généreuses, on proposait de se resservir. Un festin comme on en rêvait qu'en temps de guerre. Les ailes s'assit, fixa son assiette débordante. Rien que la dinde aurait nourri sa famille 3 jours. Elle pensa à la dernière lettre d'Anna. Il mangeait des épluchures de pommes de terre, de l'herbe. Ses parents partageaient un maigre repas quotidien. Le village entier mourait de faim, lentement. Et elle avait devant elle dinde, pommes de terre, tarte. Elle se mit à pleurer. Pas des larmes silencieuses, mais des sanglots profonds qui secouaient son corps. Greta posa la main sur son bras. Les ailes, qu'y a-t-il ? Mais la jeune femme ne pouvait plus s'arrêter. Anna écrit qu'il mange des épluchures. Des épluchures, Greta. Nos parents ne mangent qu'une fois par jour, et moi je mange de la dinde, parce que nos ennemis sont plus humains que les nôtres ne l'ont jamais été. D'autres femmes entendirent, et leurs larmes coulèrent aussi. Les pleurs se répandirent, comme une vague. Elles pleuraient pour leur famille, pour les mensonges, parce que la bonté venue de l'ennemi faisait plus mal que la cruauté. L'aumônier du camp, le capitaine Schmidt, un autre homme que le soldat qui avait appelé Greta Meinliebe dans le bunker, s'approcha. Plus âgé, cheveux gris, regard triste. Il parla doucement en allemand et lui demanda des nouvelles de sa famille. Elle évoqua ses 2 frères morts au front. Il resta silencieux un instant, puis dit « Ils sont morts pour des hommes qui vous ont menti. Vous, vous êtes en vie. Honorez-les en vivant dans la vérité. » Quelque chose se fissura en Greta, comme la glace au printemps. Pas son amour pour l'Allemagne, ni le souvenir de ses frères, mais sa fidélité aux mensonges. Les mensonges sur l'ennemi, sur la guerre, sur la démocratie et la prétendue supériorité. Tout cela se fendilla et commença à tomber. Pendant 2 ans, elle avait tenté de croire malgré l'évidence. Assise devant ce repas offert par ceux qu'elle devait haïr, elle ne pouvait plus. Maggie, elle, regardait le sergent O'Connor s'asseoir au piano dans un coin. Elle joua des chants de Noël pendant que des prisonnières allemandes chantaient dans leur langue. Aucun garde ne surveillait étroitement. Personne ne craignait fuite ou révolte. Il y avait ici de la confiance, pas de la peur. On lui avait dit que la démocratie rendait les peuples faibles. Mais ces Canadiens n'étaient pas faibles. Ils étaient assez forts pour faire preuve d'humanité envers leurs ennemis, assez forts pour traiter des prisonnières comme des êtres humains, assez forts pour partager un repas de Noël avec celles qui avaient combattu contre eux. La vérité la frappa comme un poids. L'ennemi n'était pas celui qu'elle croyait. L'ennemi n'était pas l'homme d'en face sur le champ de bataille. L'ennemi, comprit Maggie, c'était celui qui lui avait appris à voir des monstres là où se trouvaient des êtres humains. L'ennemi, c'était l'idéologie qui mettait des armes dans les mains d'enfants et les envoyait mourir pour des mensonges. Après le repas, le sergent O'Connor se leva. Son allemand résonna clair, assuré. « Nous savons que vos familles vous manquent. Nous ne pouvons pas les amener ici. Mais nous pouvons vous montrer que l'humanité survit, même en temps de guerre. » Puis plusieurs gardes canadiens s'avancèrent et racontèrent leur propre histoire.
L'un avait perdu son frère en France, une autre son père en mer. Ils avaient des raisons réelles de haïr les Allemands. Pourtant, ils servaient de ce dîner de Noël à des prisonnières ennemies avec des sourires sincères. Le contraste entre ce qu'on leur avait enseigné et ce qu'elles vivaient devint presque insupportable. Ce soir-là, 12 femmes assistèrent à l'office protestant, 23 à la messe catholique. Beaucoup n'avaient pas prié honnêtement depuis des années, trop effrayées, trop brisées, trop pleines de doutes. Mais cette nuit-là, elles prièrent. À genoux dans la petite chapelle, Laëselle murmura « Je ne sais plus ce qui est vrai, mais merci de m'avoir laissé vivre assez longtemps pour voir cela. » Après les offices, un groupe resta dans la salle de loisirs jusqu'à minuit. Les langues se délièrent. Elles confièrent leurs doutes, leur peur tue depuis des mois. Greta formula ce que beaucoup pensaient. « Je crois que nous avons combattu du mauvais côté. » Pas l'Allemagne, mais ce que l'Allemagne est devenue sous le parti. Maggie secoua la tête. « Nous avons combattu parce que nous n'avions pas le choix. Mais maintenant nous en avons un, voir la vérité, ou continuer à vivre dans le mensonge. » Quand elles allèrent se coucher, quelque chose avait changé. Elles avaient été trompées. Désormais, elles le savaient. Avant de dormir, Laëselle écrivit dans son journal, autorisé par le camp. Elle choisit ses mots avec soin. 25 décembre 1945. Aujourd'hui, j'ai appris que la bonté venue d'ennemis révèle plus que la haine des amis. On nous disait que les Canadiens étaient des sauvages. Ils nous ont servi un repas de Noël et n'ont rien demandé en retour. Je ne sais plus qui je suis, mais je sais qui je ne suis pas. Je ne suis plus celle qui croyait au mensonge. Cette révélation de Noël transforma beaucoup de choses, mais pas tout le monde. Dans les semaines suivantes, les femmes se divisèrent en 3 groupes qui se mélangeaient rarement. Environ 110, dont Greta et Maggie, changèrent profondément de regard. Elles s'investirent davantage dans les cours, l'apprentissage de l'anglais doubla. Elles posaient des questions sur la démocratie, les droits civiques, le vote des femmes. Elles voulaient les comprendre ce système si différent de celui qu'elles avaient connu. Environ 40 refusèrent d'accepter ce qu'elles avaient vu. Leur chef était Schelde Weblin-Kraus, ancienne sous-officière auxiliaire de 38 ans, originaire de Munich. Croyante fanatique du parti depuis l'adolescence, elle affirmait que ce bon traitement n'était qu'une guerre psychologique, un piège pour briser leur volonté avant la vraie punition. Elle prétendait que le Canada ne montrait l'abondance qu'aux prisonniers, tandis que la population canadienne mourait de faim en secret. Elle refusa d'apprendre l'anglais et resta avec le petit groupe de fidèles, répétant qu'il ne fallait jamais oublier ce que représentait l'Allemagne. Environ 33 femmes restèrent entre deux mondes. Laëselle en faisait partie. Elle allait à l'église chaque dimanche, cherchant des réponses dans la foi. Mais elle assistait aussi en secret aux réunions du groupe de Kraus, incapable de lâcher prise. Admettre s'être trompée sur la guerre, c'était accepter que ses frères soient morts pour rien. Elle maigrit, dormit mal, on l'entendait pleurer la nuit. Les tensions montèrent. En février, une dispute éclata dans la baraque 7. Kraus et Greta se faisaient une face sous les regards de toutes. « Vous êtes devenues des traîtresses », lança Kraus d'une voix dure. « Ils vous nourrissent, et vous oubliez la patrie. » Greta ne recula pas. « Notre patrie nous a affamés et nous a menti. Ses ennemis nous traitent mieux que notre propre gouvernement ne l'a jamais fait. » Kraus la désigna d'un doigt tremblant. « Tu regretteras ces paroles quand nous rentrerons. Le parti saura qui est resté loyal. » Greta eut un rire amer. « Le parti est en cendres, Kraus, comme les villes qu'il a détruites. » Les femmes transformées commencèrent à écrire des lettres différentes. En mars, Greta écrivit à sa mère « Chère Mutti, je dois te dire quelque chose de difficile. Ce qu'on nous a appris sur les alliés occidentaux était faux. Je ne dis pas cela à la légère. J'ai vu leur société de mes propres yeux. J'ai vécu parmi eux presque une année entière. Ils possèdent une liberté dont nous ignorions jusqu'à l'existence. Ici, les femmes votent, possèdent des biens, choisissent leur travail. Leurs journaux critiquent le gouvernement sans censure. Personne n'est arrêté pour avoir posé des questions. Je ne sais pas si je pourrais revenir et faire semblant d'ignorer cette vérité. » En avril, Laëselle écrivit à sa sœur Anna, prenant enfin position. « Chère Anna, te souviens-tu quand père disait que les démocraties étaient faibles et condamnées à s'effondrer? Voilà presque 1 an que je vis dans l'une d'elles. Elles ne sont pas faibles. Elles sont fortes parce que les gens choisissent de l'être, pas parce qu'on les y force. J'apprends l'anglais. Je pourrais essayer de rester ici après la guerre. Ne dis rien à père pour l'instant. J'ai peur de sa réaction,
Mais je ne peux plus ignorer ce que je sais. Maggie, de son côté, écrivit à Hans, retenu quelque part en zone soviétique. Elle savait que la lettre pourrait être lue. Mon cher Hans, je sais que tu ne peux pas écrire librement, mais il faut que tu entendes ceci. L'Ouest n'a rien à voir avec ce qu'on nous a raconté. Si tu as la moindre chance de rejoindre les zones occidentales, plutôt que de rester sous contrôle soviétique, fais-le. Il y a ici de la nourriture, de la liberté, une vraie liberté, pas un mot vide. Je t'attendrai où que tu sois, mais si tu peux choisir, choisis l'Ouest. Avec tout mon amour, Maggie. Le sergent O'Connor remarqua la fracture entre les femmes et organisa des groupes de discussion hebdomadaires sur la base du volontariat. On y parlait d'histoire canadienne, du fonctionnement de la démocratie, du mouvement pour les droits des femmes. 85 femmes participaient régulièrement, une vingtaine de temps en temps. Le groupe de Cross n'y mit jamais les pieds, dénonçant de la propagande. La population locale s'impliqua davantage. L'église luthérienne de Lethbridge organisa des rencontres mensuelles. Des familles germano-canadiennes correspondaient avec certaines prisonnières, leur envoyant de petits cadeaux. L'association féminine de la ville apporta vêtements et livres. Une institutrice, Madame Defenbacher, donna à Greta des cours d'anglais avancés chaque semaine. De véritables amitiés naquirent là où il n'y avait eu qu'une ligne de front. Le camp proposait aussi des formations professionnelles. 67 femmes obtinrent un certificat de dactylographie, 34 suivirent des cours de comptabilité, 12 se formèrent comme aides-soignantes, 28 s'inscrivirent à des cours universitaires par correspondance via l'Université de l'Alberta. Elles préparaient un avenir sans rapport avec leur passé. Le groupe de Cross résistait de façon de plus en plus désespérée. Elles se saluaient en secret à la manière nazie, refusaient de parler anglais, qualifiées de langue de l'ennemi. Elles voyant dans chaque geste de bonté une manipulation. Elles juraient de dénoncer les traîtresses au retour. Pourtant, leur influence diminuait. Même certaines fidèles s'éloignaient, épuisées par l'accumulation des faits. Le poids psychologique pesait sur toutes. Les femmes transformées pleuraient celles qu'elles avaient entêtées, leurs croyances naïves. Les résistantes devenaient amères et isolées. Les hésitantes, comme Leisel, étaient épuisées par la guerre intérieure qu'elles menaient. Même les gardes canadiens ressentaient de la frustration. On ne guérit pas toutes les blessures par la gentillesse. Certaines plaies étaient trop profondes. Lâcher prise exigeait un courage que tout le monde ne possédait pas. En juin 1946, une annonce changea tout. Les prisonniers commenceraient à rentrer en Allemagne dès septembre. Un choix s'imposait. Revenir transformé pour reconstruire un pays fondé sur la vérité ou retourner aux mensonges rassurants qui finiraient blés par les détruire. Cette nuit-là, Greta écrivit « Nous rentrons dans un pays qui n'existe plus. L'Allemagne que nous connaissions est ensevelie sous les ruines et les mensonges. Aurons-nous le courage de bâtir autre chose ? Ou fouillerons-nous les cendres à la recherche du poison qui nous a déjà tués une première fois ?» En septembre 1946, le commandant annonça que tous les prisonniers seraient rapatriés d'ici décembre. Les femmes partiraient en 4 groupes de 45 à 50. Les mères avec enfants d'abord, puis les plus âgés, puis les autres selon l'âge. Le premier départ était fixé au 15 octobre. Soudain, le retour devint réel et terrifiant. Greta avait déjà déposé une demande d'immigration pour le Canada. La procédure serait longue, alors elle prépara un plan de secours. Si le Canada refusait sa demande, Greta rentrerait à Hambourg pour participer à la reconstruction. Elle passa son examen final d'anglais et obtint 87%. Son niveau lui permettait désormais de travailler dans n'importe quel pays anglophone. Le sergent O'Connor lui rédigea une lettre de recommandation pour les services d'immigration. Greta se sentait partagée. Le Canada lui avait offert une nouvelle vie, un nouvel espoir, mais l'Allemagne restait sa patrie, là où vivait sa mère et où reposaient ses frères. Leisel avait décidé de retourner en Bavière tout en continuant à écrire aux familles canadiennes de l'Église qu'il avait soutenue. Elle voulait œuvrer pour une réforme démocratique, aider à bâtir un pays fondé sur la vérité. Dans sa dernière lettre à Anna, elle écrivit « Je rentre, mais avec des idées nouvelles. J'espère que Père comprendra. J'espère que toi aussi. Je ne suis plus la jeune fille qui est partie. Elle avait peur. Son père avait été membre du parti. Comment réagirait-il face à une fille qui croyait désormais en la démocratie ? Maggie affrontait un choix plus cruel encore. Hans était toujours coincé en zone soviétique, sans permission de partir. Elle pouvait le rejoindre et risquer de ne jamais en sortir. Ou rester dans les zones occidentales et peut-être ne plus jamais le revoir. Elle choisit l'Ouest.
Je peux l'aider davantage du côté libre de la frontière, dit-elle à Greta. Si je suis piégée moi aussi, nous sommes perdus tous les deux. Si je suis libre, j'ai une chance de le faire sortir. Chaque femme pouvait emporter une 50aine de livres d'effets personnels. Greta prit 14 livres en anglais, ses certificats, les lettres de ses amis canadiens et l'adresse du sergent O'Connor copiée sur 3 papiers différents. Laïzel emporta une Bible offerte par l'aumônier, un manteau d'hiver donné par une église, 3 années de lettres d'Anna et un dictionnaire anglais-allemand. Maggie prit des photos du camp, les lettres reçues de Hans, son certificat de comptabilité et du matériel pour écrire. Le 12 octobre, une cérémonie d'adieu fut organisée pour les 183 femmes. Le colonel Matthews, commandant du camp, prononça un discours en anglais que le sergent O'Connor traduisit. « Vous êtes arrivés ici comme ennemis. Vous repartez comme des personnes que nous avons appris à connaître. Quoi qu'on vous ait dit, sur nous, racontez à vos familles ce que vous avez vu. La démocratie n'est pas parfaite, mais elle repose sur la dignité de chaque être humain. Emportez cette idée avec vous. » Les femmes se levèrent et applaudirent. Certaines pleuraient ouvertement. 18 mois plus tôt, applaudir leur geôlier aurait paru impensable. Après la cérémonie, O'Connor trouva Greta seule. « Tu es l'une des élèves les plus brillantes que j'ai jamais eues. Ne gaspille pas ce don. » Elle lui offrit un livre, Anne of Green Gables. À l'intérieur, une dédicace. « Choisis toujours la vérité plutôt que les mensonges confortables. Ton amie, Margaret O'Connor, octobre 1946. » Elles s'étreignirent. Une amitié était née là où régnait autrefois la guerre. Le premier groupe partit le 15 octobre. 47 femmes, dont Cross et ses plus fidèles. Elles chantèrent des chants nazis dans le train vers Halifax. Les gardes n'intervinrent pas. La démocratie, c'était aussi tolérer la parole, même haineuse. Peut-être leur dernier acte de défi, peut-être le dernier souffle d'une idéologie mourante. Le second groupe partit le 10 novembre. 48 femmes, dont Greta et Laïzel, prirent un autre train. L'atmosphère était plus calme, réfléchie. Beaucoup écrivaient encore des lettres à leurs amis canadiens. Leur navire, le SS Marine Falcon, mit 14 jours à traverser l'Atlantique. Quand la côte canadienne disparut, Greta ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Le 24 novembre, le navire accosta à Bremerhaven. L'Allemagne apparut dans la brume du matin, et ce qu'elles virent leur coupa le souffle. 90% de la ville portuaire avait été détruit. Des montagnes de gravats s'étendaient à perte de vue. Des bâtiments éventrés se dressaient comme des squelettes. Des gens en haillons fouillaient les décombres. Des soldats britanniques géraient le centre d'enregistrement. L'odeur frappa d'abord. Égouts, fumée, corps non lavés. L'infrastructure était détruite. Partout, des amputés. Des hommes sans bras ni jambes. Des enfants au visage creux mendiaient. Des femmes creusaient à main nue. Et le silence. Une ville devrait résonner de moteurs, d'usines, de voix. Ici, presque rien. Pas de voitures, plus de carburant, pas d'usines, réduites en ruines. Greta resta longtemps immobile sur le quai, ses 50 livres de livres et de certificats serrés contre elle, à contempler les ruines. Au Canada, nous étions prisonnières, et nous vivions mieux que les Allemands libres aujourd'hui, murmura-t-elle. Elle retira son manteau chaud et le donna à une femme accompagnée de 3 enfants. Tout ce qui semblait ordinaire au camp relevait ici du luxe. Laïzel demanda à un soldat britannique comment rejoindre la Bavière. Il parlait allemand avec un accent épais. La voie ferrée est détruite. Peut-être 2 semaines pour réparer. Vous pouvez marcher ou attendre. 2 semaines pour remettre en état une ligne de train qui, au Canada, fonctionnait chaque jour sans faute. Elle comprit alors que l'Allemagne n'avait pas seulement perdu la guerre, elle avait tout perdu. Maggie se rendit directement au quartier général britannique et demanda comment faire venir Hans de la zone soviétique. L'officier baissa les yeux. « Presque impossible, madame. Le rideau de fer tombe. Les soviétiques ne laissent personne sortir. » Elle s'éloigna en se disant qu'au moins, elle se trouvait du côté libre de ce rideau. Il fallait maintenant trouver un moyen de faire passer Hans. Greta atteignit Hambourg début décembre. L'immeuble familial avait été détruit par les bombardements incendiaires. Sa mère vivait dans le sous-sol d'une maison en ruine avec 2 autres familles entassées dans 3 pièces. Greta lui montra ses certificats et ses livres FKG en anglais. Sa mère les prit avec précaution. « Tu es vivante et instruite. C'est déjà plus que la plupart. »
Greta trouva un emploi de traductrice auprès des forces britanniques d'occupation. Son anglais était précieux, et le travail assurait de meilleures rations. En Bavière, Laisel apprit que son père était mort dans un camp soviétique. Sa mère et Anna survivaient sur une petite parcelle de terre. Le village était détruit à 40%, la plupart des hommes morts ou disparus. Elle partagea les colis de nourriture qu'elle avait conservés du Canada. Fruits secs et chocolat, trésor inestimable. Anna l'écouta parler anglais et remarqua : « Tu as changé, tu penses différemment. » Laisel hocha la tête. « Oui. Et l'Allemagne doit changer aussi, sinon nous répéterons les mêmes erreurs. » Maggie trouva une chambre à Berlin-Ouest, partageant un appartement exigu avec 8 personnes. Elle travailla comme employée administrative pour les forces américaines, ce qui lui assurait de meilleures rations et un accès au courrier. Elle envoyait des lettres à Hans via la Croix-Rouge, espérant qu'une finirait par lui parvenir. Avec patience et intelligence, pensait-elle, nous serons réunis. Le 31 décembre, le dernier convoi arriva. Les 183 femmes étaient de retour, dispersées dans un pays méconnaissable. Certaines se retrouvèrent en zone soviétique, et Maggie s'inquiétait pour elles. D'autres rejoignirent l'Ouest où subsistaient encore des raisons d'espérer. Réveillon de 1946, Greta, assise parmi les décombres de Hambourg, écrivit à la lueur d'une bougie au sergent O'Connor. « Chère Margaret, je suis rentrée, mais mon foyer a disparu. La ville que je connaissais n'existe plus que dans ma mémoire. Pourtant, je n'ai pas peur. Vous m'avez appris qu'on reconstruit plus solidement sur la vérité que sur les mensonges. L'Allemagne se relèvera, mais cette fois sur des bases démocratiques. Merci de m'avoir montré ce que cela signifie. Votre amie, Greta. » La lettre fut postée le 2 janvier et arriva au Canada le 15 février. O'Connor la conserva jusqu'à sa mort en 1998. Les années d'après-guerre furent dures, mais pleines de sens. Greta continua à travailler comme traductrice. En 1948, elle assista au pont aérien de Berlin, voyant les avions américains et britanniques livrer de la nourriture toutes les quelques minutes à une ville autrefois ennemie. La démocratie signifiait aider, même quand c'était difficile. L'année suivante, elle assista à la fondation de la République fédérale d'Allemagne et pleura en entendant les promesses de droits humains et de principes démocratiques. Tout ce qu'elle avait appris au Canada prenait forme. Elle épousa l'officier britannique John Matthews en 1950, s'installa en Angleterre et, dès 1955, enseignait à Londres, spécialisée dans l'éducation civique et l'esprit critique. Laisel passa la fin des années 1940 à reconstruire son village bavarois, travaillant sur les chantiers le jour et assistant à des réunions politiques le soir. Elle rejoignit l'Union chrétienne-démocrate et épousa en 1950 un instituteur local, Franz Weber. Leur fille Anna naquit l'année suivante. De 1953 à 1960, Laisel enseigna l'anglais. Les compétences acquises en captivité devinrent son métier. Elle racontait parfois son expérience à ses élèves. « Nos ennemis nous ont traités avec plus de dignité que notre propre gouvernement. Souvenez-vous-en quand on vous demande de haïr. » Elle contribua à fonder une association d'amitié canado-allemande favorisant les échanges culturels. Le chemin de Maggie fut plus long et plus douloureux. Maggie travailla 5 ans pour les forces américaines d'occupation, économisant chaque centime et envoyant des lettres à Hans qui, le plus souvent, ne lui parvenaient à un moment jamais. Puis, en 1953, l'improbable se produisit. Hans réussit à fuir la zone soviétique et retrouva Maggie à Berlin-Ouest après 8 années de séparation. Ils restèrent longtemps enlacés, pleurant sans mots. « Tu avais raison sur tout, finit-il par dire. Tout ce que tu écrivais sur l'Ouest était vrai. » Ils s'installèrent à Munich, trouvèrent du travail de bureau et, bien qu'ils n'aient pas eu d'enfants, ils soutinrent de jeunes femmes entrant dans la vie professionnelle. Hans répétait que Maggie lui avait sauvé la vie 2 fois. Une première en survivant à la guerre, une seconde en se trouvant du côté libre lorsqu'il avait pu s'échapper. Les 3 femmes continuèrent à écrire à leurs amis canadiens pendant des décennies. Greta et le sergent O'Connor échangèrent des lettres chaque année jusqu'à la mort de celle-ci en 1998. Elles s'envoyaient des cartes de Noël, des photos de famille, des nouvelles des enfants. En 1967, Greta revint au Canada avec son mari et ses 2 enfants. À Lethbridge, elle retrouva O'Connor, et les 2 femmes pleurèrent en s'embrassant. Greta montra le camp à ses enfants. La plupart des bâtiments étaient encore debout, bien qu'abandonnés. « C'est ici que j'ai appris la différence entre patriotisme et nationalisme, » leur dit-elle. Le patriotisme, c'est aimer son pays au point de vouloir l'améliorer.
Le nationalisme, c'est l'aimer au point de refuser d'en voir les fautes. Laïsel continua à écrire au capitaine Schmitt jusqu'à sa mort en 1989 et envoya chaque année un don à l'église luthérienne de Lethbridge. En 1975, elle visita le Canada avec son mari et ses 3 enfants adultes. Ils rencontrèrent Madame Diefenbacher, l'ancienne institutrice, âgée mais toujours vive. Les enfants de Laïsel étaient stupéfaits. « On vous a traité ainsi alors que vous étiez prisonnière ?» Laïsel sourit. « On m'a traité comme un être humain. C'est le minimum que chacun mérite, même si tous ne l'obtiennent pas. » Maggie ne retourna jamais au Canada, faute de moyens, mais elle envoya des photos de la vie en Allemagne de l'Ouest. Ces lettres racontaient le miracle économique, la stabilité démocratique retrouvée, puis l'entrée de l'Allemagne dans l'OTAN. En 1980, elle écrivit à O'Connor « Nous avons prouvé qu'un pays peut passer de la dictature à la démocratie en une génération, que d'autres peuples sous la tyrannie y trouvent de l'espoir. » En 1985, 40 ans après la fin de la guerre, le gouvernement canadien invita d'anciennes prisonnières à une cérémonie commémorative à Lethbridge. 23 purent revenir. Greta, Laïsel et Maggie en faisaient partie. Les journaux locaux titrèrent « D'anciennes ennemies reviennent en amies ». Elles racontèrent leur histoire aux élèves du lycée de Lethbridge. Greta, alors âgée de 64 ans, déclara « On nous disait que vous étiez des monstres. Vous nous avez montré que vous étiez humains. Cela a tout changé. Quand j'enseigne aujourd'hui, je dis aux jeunes de questionner ce qu'on leur raconte sur leurs ennemis. Quelqu'un profite de votre haine, et ce n'est presque jamais vous. » Laïsel, 59 ans, ajouta « Je suis arrivé ici avec des mensonges. Je suis reparti avec la vérité. Cette vérité a aidé à reconstruire l'Allemagne démocratique. Ne croyez jamais que de petits gestes de bonté sont insignifiants. Traiter même ses ennemis avec dignité peut changer le destin des nations. » Maggie, 70 ans, conclut « Ils nous ont nourris, éduqués, traités avec justice, non parce que nous le méritions, nous étions l'ennemi, mais parce qu'ils croyaient en des principes plus grands que la guerre. C'est cela, la démocratie. » Parmi les 183 femmes du camp 133, 34 émigrèrent au Canada dans les années 1950 et 1960, d'autres aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie. Beaucoup disaient que leur expérience de captivité avait guidé leur choix. Elles apportèrent sur leur famille, leurs compétences et leur gratitude. Certaines devinrent citoyennes canadiennes. Le fils de l'une d'elles servit même plus tard dans l'armée canadienne. Même Cross finit par changer. Restée fidèle à l'idéologie nazie dans l'Allemagne de l'Est, elle vit la brutalité de la police secrète est-allemande et ses certitudes se fissurèrent. En 1961, elle passa à l'Ouest lors de la construction du mur de Berlin. En 1965, elle écrivit une lettre au commandant du camp qu'elle n'envoya jamais. Retrouvée après sa mort, elle disait « Je me suis trompée sur tout. La démocratie que je méprisais aurait sauvé l'Allemagne, tandis que l'autoritarisme que j'aimais l'a détruite. J'ai mis 20 ans à apprendre ce que j'aurais pu comprendre en 1 an si j'avais accepté de voir la vérité. Pardon. » Greta publia en 1978 un manuel intitulé « De la propagande à la vérité ». L'éducation dans une société démocratique utilisée dans les écoles allemandes. Elle y évoquait son expérience comme étude de cas sur l'esprit critique. Le fils de Laïsel siégea au Bundestag de 1982 à 1998, expliquant que les récits de sa mère avaient nourri son engagement pour l'alliance entre l'Allemagne et l'Amérique du Nord. Dans les années 1990, un documentaire allemand intitulé « Feind und Freund » et les mélanges « Atla et Tisalenin » si ennemis et amis, Prasimelenin, recueillit les témoignages de survivantes des camps canadiens. Greta, Laïsel et Maggie y apparurent. Le film fut diffusé dans les écoles allemandes et reçut plusieurs distinctions pédagogiques. Greta s'éteignit en 2012, à 88 ans, à Londres. Sa nécrologie la décrivait comme enseignante, auteure et défenseur de l'éducation démocratique. Elle légua ses archives et son journal complet de captivité à l'Imperial War Museum. Sa dernière note datait de Noël 2011, près de 66 ans depuis ce dîner de Noël à Lethbridge. Le repas le plus important de ma vie. Il m'a appris que la bonté triomphe de la haine chaque fois. Laïsel mourut en 2015 à 89 ans, en Bavière. Elle laissait 4 enfants, 11 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants. L'ambassadeur du Canada en Allemagne assista à ses funérailles.
Elle fut enterrée avec une photo de la réunion de Lethbridge en 1985. Sa fille trouva après sa mort une lettre jamais envoyée. « Merci Canada d'avoir sauvé mon âme quand vous auriez pu briser mon corps. J'ai passé ma vie à essayer d'être digne de cette grâce. » Maggie décéda en 2008 à 94 ans à Munich. Hans l'avait précédée en 2003. Ils n'eurent pas d'enfants mais accompagnèrent de nombreuses jeunes femmes dans leur carrière. Maggie légua sa fortune à la création de bourses pour des étudiantes en gouvernance démocratique. Son testament évoquait les gardes canadiens qui ont montré à cette ennemie allemande que la démocratie signifie traiter même ses adversaires avec dignité. Qu'avait-elle réellement appris ? Greta comprit que l'éducation ne vaut que si l'on accepte de remettre en question ce que l'on apprend. Un esprit fermé ne progresse pas, même en société libre. Un esprit ouvert, même sous la dictature, peut apprendre à choisir la liberté. Laïzel apprit que ses véritables ennemis n'étaient ni pas ceux qu'on lui désignait, mais ceux qui lui avaient appris à haïr. Ils lui avaient volé des années, détruit son pays, tué ses frères. Les Canadiens lui offrirent nourriture, instruction et surtout la vérité. Maggie comprit que les systèmes comptent plus que les slogans. Les institutions démocratiques les protégèrent, même en captivité. Les régimes autoritaires les avaient détruites alors qu'elles se croyaient libres. La leçon est simple et profonde. La façon dont nous traitons ceux que nous avons vaincus en dit plus sur nos valeurs que la façon dont nous traitons nos alliés. Le Canada aurait pu maltraiter ces femmes qui avaient servi un régime criminel. Il choisit de montrer que les principes démocratiques valent pour tous, même pour l'ennemi. Sinon, ils ne valent rien. Ces femmes étaient venues comme servantes d'une dictature. Elles repartirent témoins de la démocratie, transformées non par une victoire militaire, mais par l'humanité rencontrée en captivité, par un dîner de Noël, par des mots de douceur prononcés avec sincérité. En aidant à reconstruire une Allemagne démocratique, en élevant des enfants attachés aux droits humains, en apprenant aux élèves à penser par eux-mêmes, elles remboursaient une dette de bonté qui avait transformé des ennemis en alliés. La question demeure pour chaque génération. Comment traitons-nous nos ennemis ? Confirmons-nous leurs pires peurs ou montrons-nous des principes qui méritent d'être défendus ? Les femmes du camp 133 ont prouvé que la bonté n'est pas une faiblesse. C'est la force la plus puissante dont dispose la démocratie.